Et si le véritable test de Benoît Saint-Denis n'était pas un top 5, mais un tireur d'élite brésilien venu lui tendre un piège à domicile. Un tireur d'élite brésilien venu à Paris pour donner à Benoît Saint-Denis sa deuxième défaite d'affilée à Paris. Dans ce co-main event de l'UFC Paris 2025, Benoît Saint-Denis aura un énorme challenge à surmonter en Mauricio Ruffi. Challenge qui n'est pas insurmontable si les bons ajustements sont faits. Et c'est ce dont on va parler en détail dans cette vidéo. On parlera de ce combat entre la pression contre la précision, le chaos contre le calme absolu à la fin de cette vidéo. Même si je viens de vous spoiler un peu la dynamique du combat, vous saurez en détail comment Benoît Saint-Denis pourrait battre Mauricio Ruffi et qu'est-ce qu'il pourrait implémenter pour se débarrasser de Mauricio Ruffi qui est très très dangereux comme il l'a déjà prouvé dans ses 3 ou 4 combats à l'UFC. Dans cette analyse, on va décortiquer les dynamiques invisibles qui pourraient vraiment tout changer dans ce combat. Commençons avec une petite présentation des deux combattants. D'un côté, nous avons Mauricio Ruffi qui est nouveau à l'UFC, même s'il a beaucoup de hype avec ses collègues des Fighting Nerds. Il a un record de 12 victoires pour une défaite et il a une allonge de 190 cm, ce qui est énorme. Et pour vous mettre cela en perspective, dans mon analyse du combat entre Caio Borralho et Nassourdine Imavov, il s'avère que Nassourdine Imavov et Caio Borralho ont aussi une allonge de 190 cm. Ce qui veut dire que Mauricio Ruffi a une allonge bien au-delà de la moyenne des poids légers. Et on va en parler en détail parce que c'est l'une des choses qui lui permet de faire ce qu'il fait comme il le fait. Il a aussi une allonge de pied de 104 cm. Il a un pourcentage de KO et de TKO de 92%, ce qui est incroyable. Il a un temps moyen de combat de 9 minutes et il crée en moyenne 1,23 knockdown par combat. Il a un volume de 4,54 coups envoyés par minute pour 5,39 du côté de Benoît Saint-Denis, avec la moitié de ses coups ou un peu plus de la moitié qui sont des coups significatifs à 58%. Pour le grappling défensif, il a 100% de takedown défendu. Quand on passe à Benoît Saint-Denis, il a une allonge de 185 cm, ce qui est souvent dans la moyenne des poids légers, c'est entre 185 et un peu moins de 185. Mais ici, on se rend compte que Ruffi a 5 cm de plus d'allonge. Et 5 cm, ça n'a pas l'air beaucoup quand on le dit, mais je peux vous assurer que ça fait toute la différence. Surtout quand on a une certaine compréhension de la distance. Benoît Saint-Denis a une allonge de jambes de 104 cm. Pour les coups significatifs, Benoît Saint-Denis a un pourcentage de 55% sur les coups qu'il envoie et 5,39 coups portés par minute. Donc, Benoît Saint-Denis a clairement un plus gros volume de frappe comparé à Ruffi, qui en réalité n'en a pas besoin. Pour la défense, Benoît Saint-Denis est à 41% de défense des coups. Donc, il en envoie beaucoup et il en encaisse aussi beaucoup. Mais ça, je pense que ce n'est pas forcément un secret. Dans le domaine du grappling, Benoît Saint-Denis a 39% de réussite de takedown. Benoît Saint-Denis a 39% de précision de takedown. Ce qui, une fois de plus, est relativement bas. Mais avec le grappling qu'on a vu face à Prepolek, ça pourrait monter avec le temps. Par contre, pour parler un peu plus du contrôle de Benoît Saint-Denis, quand il arrive à t'amener au sol, il a une très très bonne capacité à te contrôler et à te maintenir, ce qui est toujours utile et qui lui servira dans ce combat. Maintenant, pour vous parler un peu des enjeux du combat pour les deux, pour Mauricio Ruffi, c'est juste continuer son ascension fulgurante parce que je pense qu'il a même démarré à l'UFC en 2024. C'est plutôt récent son arrivée à l'UFC. Il a démarré sur la carte du combat entre Erceg et Pantoja en mai 2024. Donc pour Mauricio, c'est juste continuer son ascension fulgurante vers la ceinture, profiter des match-ups qu'on lui donne et de devenir star, profiter en fait de toute la hype à leur équipe parce qu'il a son collègue Caio Borralho qui sera dans le main event face à Imavov. Il a aussi Jean Silva qui sera dans un main event, je pense, dans quelques semaines face à Diego Lopez. Et ils ont aussi
Ils ont aussi Carlos Prates qui vient d'ajouter malheureusement Geoff Neal à ses highlights, à sa compilation TikTok. Et chose qui le relance aussi dans la course à la ceinture du côté des welter. Donc c'est une équipe qui a vraiment le vent en poupe. Et Mauricio Ruffi, ici, s'il gagne ce combat, il pourrait profiter de tout ça. Donc honnêtement, je dirais qu'il a tout à gagner. Et même s'il perd face à Benoît Saint-Denis, il devra sûrement recombattre une personne qui est hors du top 15. Et cela pourrait encore lui prendre quelques mois. Donc c'est ça vraiment qu'il aurait à perdre. Mais je suis sûr que même s'il perd face à Benoît Saint-Denis et il bat de façon dévastatrice quelqu'un hors du top 15, c'est sûr qu'il aura encore une autre chance pour combattre dans le top 15. Parce que clairement l'UFC, quand on regarde la façon dont ils gèrent tout ce qui se passe autour de cette équipe, clairement ils veulent en fait que les combattants de cette équipe réussissent. Maintenant pour Benoît Saint-Denis, c'est là que ce sera un peu plus compliqué. C'est là que ce sera un peu plus dur. Et honnêtement, j'ai totalement cassé un flop sur Twitter parce que j'avais tweeté une fois que je ne pense pas que le combat entre Benoît Saint-Denis et Mauricio Ruffi se ferait. Je pense que c'est l'occasion que j'ai d'expliquer un peu pourquoi j'avais dit ça. C'est juste parce que Mauricio Ruffi face à Benoît Saint-Denis, c'est un match-up beaucoup trop avantageux pour Mauricio Ruffi. Et honnêtement, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes que Benoît Saint-Denis pourrait prendre pour se remettre encore un peu plus en confiance avant de commencer par prendre ces match-up. Et je pensais que le manager ou l'équipe de Benoît Saint-Denis mettrait la pression pour ne pas prendre ce type de match-up. En plus, à Paris, c'est beaucoup de pression. Vraiment, Benoît Saint-Denis aura beaucoup de pression. Prendre ce type d'adversaire à Paris et tout, ils ont le vent en poupe. Et en plus de ça, son coéquipier qui est Imavov va prendre le coéquipier de Mauricio. C'est honnêtement juste beaucoup trop de pression. Et je pense que, à mon avis, il y avait d'autres choix qui auraient pu être faits. Mais il y a ce que nous souhaitons, il y a ce que l'équipe souhaite et il y a bien sûr l'UFC qui peut te forcer la main à leur façon pour que tu prennes certains combats. À mon avis, je pense que c'est ce qui est arrivé, même si on n'a pas de preuves, c'est ce qui est arrivé parce que, à mon avis, je ne vois pas pourquoi ils prendraient en fait Mauricio Ruffi. Et il y avait aussi une rumeur, j'en avais parlé dans ma vidéo de débrief quand le combat a été annoncé, il y avait une rumeur qui disait que Mauricio Ruffi était le plus simple, était le combattant le plus simple à prendre d'une liste de 3. Honnêtement, on m'a donné les noms qui avaient sur la liste, chacun son avis, mais pour moi, c'était pas Mauricio le plus simple de cette liste. Donc pour Benoît Saint-Denis, ce sera compliqué d'un point de vue mental et tout. Il devra vraiment être... c'est le type de combat, c'est le type d'atmosphère qui te brise ou qui te fait passer un cap. Donc c'est vraiment ce que nous verrons ici. Qu'est-ce que Benoît Saint-Denis a gagné? Il a gagné de redorer son blason, surtout à l'extérieur, hors de la France, hors du public français. Même si le public français s'est un peu retourné contre lui, et moi honnêtement, j'aime pas trop ça. Je ne roule pas forcément de propagande moi, mais honnêtement, je l'ai toujours dit. Si vous roulez une propagande, si vous supportez un combattant, supportez-le jusqu'au bout. Ça ne sert à rien de descendre du train à la première défaite ou aux 2 premières défaites. Supportez-le, ça ne vous coûte rien en plus. Et croyez-moi, pour les combattants, c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence d'un point de vue mental, d'un point de vue performance et tout. De sentir que, ok, même si j'ai perdu, il y a des gens qui me supportent encore. Donc, je pense que ça va lui permettre de redorer son blason, ça va lui permettre de montrer aux gens qu'il a encore quelque chose sous le capot. Mais honnêtement, comme je l'ai dit, ce ne sera pas simple. S'il perd, honnêtement... Je ne vais pas trop parler de ce scénario parce que je ne sais pas qui va écouter cette vidéo et je ne voudrais pas mettre des idées sombres, beaucoup trop sombres dans l'esprit des gens qui pourraient être proches de Benoît Saint-Denis qui écouteraient cette vidéo. Je ne veux pas parce que je pourrais en parler. Je pourrais parler en long et en large de à quel point ce serait mauvais si Benoît Saint-Denis perd. Mais disons juste que ce ne sera pas bon. Ce ne sera pas bon. Et je vais m'arrêter là. On a un peu parlé de tout ce qui est politique, de tout ce qui entoure le combat. Là, on va rentrer un peu plus dans l'analyse. Maintenant, d'un point de vue combat, qui est Mauricio Ruffi? Mauricio Ruffi est un droitier. Comme vous le savez, moi, je préfère orthodoxe. C'est un combattant orthodoxe, c'est-à-dire que son bras le plus fort est le bras droit et il a son pied gauche et sa main gauche en avant. Benoît Saint-Denis est un gaucher de son côté. Benoît Saint-Denis est un gaucher, ce qui veut dire que ce sera une opposition où on aura les 2 bras arrière qui seront alignés et les 2 bras avant seront aussi alignés. Les 2 pieds avant seront alignés. Ce type de configuration est différent de quand tu as un droitier qui affronte un droitier et de quand tu as un gaucher qui affronte un gaucher. Et bien sûr, dans ce type de configuration, la façon dont tu places certaines attaques ou la façon dont tu accèdes à certaines attaques change. Ça change totalement. Donc ça, ce sera un aspect très intéressant. Et très souvent,
dans ce type de configuration. Le gaucher aura plus d'avantages parce qu'on sait que sur cette planète, en général, la plupart des gens sont droitiers. Donc le gaucher est plus habitué à combattre des droitiers. Mais il y a des droitiers aussi qui sont très talentueux quand il s'agit de combattre des gauchers. Donc ici, ce sera ça la configuration intéressante qu'on aura. Et pour ce type de configuration, premier problème que je vois déjà pour Benoît Saint-Denis, honnêtement, c'est que leurs bras arrière se feront face, leurs têtes se feront face, et de Mauricio Ruffi et Benoît Saint-Denis, historiquement, parce qu'on ne peut pas le lire dans le futur, historiquement, c'est Benoît Saint-Denis qui ne bouge pas sa tête de l'axe. Ça lui a coûté face à Poirier. Vous pouvez voir sur la chaîne, l'analyse doit être quelque part. On en a parlé en long et en large. Il ne bouge pas sa tête de l'axe. Donc, dans ce type de configuration, à moins que ça ait changé, sa tête sera sûrement alignée avec ce bras arrière dévastateur de Mauricio Ruffi. Dans ce combat, il y aura aussi autre chose qui sera très important et limite même vital, c'est le contrôle des mains avant. Parce que comme les mains avant se font face, ils devront exercer, du moins les combattants qui comprennent ce type de choses et qui veulent le faire, ils devront exercer un certain contrôle de la main avant pour contrôler un peu les angles d'attaque de leur adversaire. Donc ici, il y aura beaucoup de contrôle de la main. Vous allez sûrement voir plusieurs fois Ruffi et BSD toucher leur main avant. Maintenant, le problème de ça, c'est que ça te permet de savoir à quelle distance ton adversaire est. Quand vous avez ce type de contact, et ça te permet de placer certaines attaques que tu peux placer au-dessus du jab de ton adversaire, que tu peux placer en dessous du jab. Tu peux aussi savoir quand est-ce qu'il rentre, ce type de choses. Ici, quel problème je vois, c'est que Ruffi, pour faire ce qu'il fait comme il le fait, c'est-à-dire cette façon qu'il a de sécher les gars et toujours d'être à la lisière de la distance, ce qu'il faut comprendre à Ruffi, c'est qu'il est toujours à la lisière de la distance. C'est-à-dire quand, très souvent, c'est pour ça, vous allez même voir, souvent quand ses adversaires essaient de lui envoyer des low kicks, il arrive toujours à éviter. C'est parce que déjà, il est très léger. Bon, je suppose il est très léger sur sa jambe avant. Et aussi parce que il est tellement à la lisière de la distance qu'il arrive à retirer son pied. Et le low kick est raté. Ce qui veut dire qu'il comprend très bien la distance et qu'il réduit cette distance selon ses terrains. Et si tu rentres aussi dans cette distance, tu vas te faire frapper aussi selon ses terrains. C'est pas simple de réduire la distance face à Ruffi. Ce n'est pas évident et le truc, c'est que chaque coup peut faire mouche. Chaque coup peut faire mouche. Donc quand moi je regarde, je me dis, ok, ils seront dans des positions, ils vont se toucher les mains avant pour mesurer la distance entre les deux, qui aura une meilleure compréhension de cette distance. À mon avis, je pense que normalement, ça devrait être Mauricio Ruffi. Après, ce n'est pas fini pour BSD, absolument pas. Il a des façons qu'il a de réduire cette distance et de performer. Et on en parlera. Mais Ruffi, c'est surtout un contreur. Il a toutes sortes de contres. Il a un très bon flair quand il s'agit de finir ses adversaires. Et il a un très bon flair pour mettre le contre comme il veut, quand il veut. Et aussi, il est très actif. Il est très actif avec son jab. Il fait par exemple quelque chose que moi je ne trouve pas forcément simple à faire. Et honnêtement, ça m'a un peu intrigué. C'est-à-dire qu'il arrive en fait à avoir ses adversaires. Et ça, ce n'est pas simple à faire. Il arrive à avoir ses adversaires au milieu des différents rythmes. C'est-à-dire quand son adversaire fait un pas et son adversaire veut faire un deuxième pas pour rentrer dans la distance, il va en fait avoir le timing de mettre en fait ce qu'il veut mettre, son jab en particulier, entre ces deux pas. Parce que pendant ce laps de temps, tu ne peux absolument pas te réajuster. Et c'est quelque chose dont il profite constamment. Par exemple, dans son combat face à Moularké, il y a eu une séquence exceptionnelle. Si je la trouve, je la mettrai à l'écran pour vous. Mais il y a une séquence exceptionnelle où il a absolument timé Moularké. Quand il est rentré en fait en distance, il a eu juste à ce moment-là. Et Moularké était totalement déstabilisé. En fait, c'est ça. Il a cette capacité avec son jab à avoir les gars entre deux pas. Quand les gars essaient d'avancer, il va les avoir juste entre ses beats, entre deux pas. Et c'est pour ça, bon, là je suis en train de claquer des doigts, mais c'est en fait pour ça que casser le rythme de ce que tu fais devient important. Et là, je vais vous parler un peu plus de ce que BSD pourrait faire. BSD devra faire des feintes. Parce que ici, je pense que d'un point de vue purement grappling, on a plus de vidéos sur BSD. Et je pense que BSD, d'un point de vue grappling, pourrait travailler sur Ruffi. Et même s'il ne peut pas travailler juste cette agressivité, cette pression du grappling, pourrait fatiguer Ruffi, pourrait fatiguer les bras de Ruffi, pourrait un peu le casser et commencer par l'amener à faire des erreurs ou être moins actif, ce qui pourrait permettre à BSD de prendre le dessus. Mais le truc, et je l'avais dit dans ma vidéo débrief, ce sera les entrées. Le plus gros problème que BSD a dans ce combat et dans ce match-up,
c'est la façon dont il rentre. Parce que, honnêtement, j'ai vu Rufy punir, en fait, ses adversaires de façon très, très différente. De façon très, très différente. Il peut faire une feinte avant de mettre un jab. Il arrive à jabber ses gars entre deux pas. C'est-à-dire, il casse, en fait, le timing ou le rythme de ses adversaires. Il arrive à les avoir entre deux temps. Il fait quoi d'autre? Il fait beaucoup de choses. Maintenant, la sélection de frappe qu'il a, il le fait du jab, il le fait en 1, 2, 1, on crée l'angle, 2, Rufy, c'est pas évident. C'est-à-dire, sa force, en fait, la force de Rufy, ok, je vais vous la dire. La force de Rufy, c'est déjà son allonge qui est hors du commun. Je n'étais pas sûr qu'il avait autant d'allonge. C'est déjà son allonge qui est hors du commun. La façon dont, ou du moins les forces, la façon dont il arrive à être tout le temps à la lisière de la distance, et il réduit uniquement cette distance selon ses termes. Et quand il réduit cette distance, tu ne peux pas vraiment savoir comment il va réduire cette distance. Et quand tu réduis cette distance pour lui, c'est-à-dire quand tu essaies de l'attaquer, il est souvent trop loin, mais il est assez proche pour te contrer. Et c'est très, très compliqué. Il faut être un très bon striker pour gérer ce type de garde, ce type de profil. Par contre, quelque chose qui fonctionne par rapport à Rufy, c'est que il garde ses mains plutôt basses. Et moi, j'ai déjà vu dans certains de ses combats que les feintes, et là on rentre, je vous dis un peu ce que BSD pourrait faire, les feintes sur des niveaux, pas juste des feintes d'entrée, mais des feintes sur des niveaux. Ce que je veux dire par des feintes sur des niveaux, c'est-à-dire tu feintes au corps et tu remontes. Ce type de feinte, très souvent, ça chope vraiment Rufy parce qu'il a ses mains basses. Tout ce qu'il envoie, il le déguise un peu en amenant ça des reins. Bon, bien sûr, c'est sûr qu'il y a des gens qui disaient, je fais partie de ces gens, que c'est quelque chose que Topuria pourrait vraiment exploiter si un jour ils s'affrontent. Cette histoire d'avoir ses mains aussi basses, oui, si tu ne les relèves pas assez vite et Topuria se retrouve devant toi, la soirée sera finie. La soirée sera finie pour toi. Mais il a ses mains assez basses, donc très souvent, quand tu feintes quelque chose au corps et tu remontes, très souvent pour le deuxième coup, en deuxième intention que tu lui mettras, très souvent tu vas l'avoir. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas avoir que ça. Parce que par exemple, Moularké, il n'avait que ça et il n'a que ça qu'il tentait à un niveau. Et c'est ça qui a conduit en fait à sa fin parce que Rufy a compris. Rufy a vraiment compris que c'est ce qu'il voulait faire et Rufy l'a salement puni. Rufy a aussi des faiblesses. Je viens de vous parler de ses forces, je vous ai parlé légèrement de ses faiblesses, mais il a aussi des faiblesses, Rufy. Ce qu'il faut comprendre à Rufy, c'est qu'il panique un peu quand il n'arrive pas à maintenir sa distance préférée. Et dans son combat face à Long Top, c'est ce qui est arrivé. Au 3e round, quand Rufy était un peu fatigué, James Longtop a commencé par lui mettre la pression, mettre des choses dans l'espace entre eux, ensuite réduire l'espace. Rufy n'était pas bien. Rufy n'était vraiment pas bien parce que il n'avait plus cette possibilité d'être constamment à la lisière de la distance, mettre ce qu'il veut mettre, comme il veut le mettre, feinter comme il veut feinter, parce que là maintenant Longtop lui mettait la pression. Et c'est ce que Benoît Saint-Denis devra vraiment faire. Je pense que Benoît Saint-Denis devrait juste accepter. Après, c'est sa mentalité, la mentalité de guerre. Je pense que c'est le moment de montrer cette mentalité. Et j'espère que son menton va tenir. Parce qu'il devrait juste accepter de prendre certaines choses pour réduire cette distance. Mais ce que je viens de dire ne veut pas dire que tu dois rentrer à chaque fois de la même façon et tout le temps faire la même chose. Mais il devra trouver une façon de mettre la pression. Il ne peut pas laisser en fait Rufy dicter la distance, dicter même des fois l'initiative. C'est la pire chose que tu puisses faire. Parce que c'est un contrôle, mais des fois, il va quand même initier. Et vraiment là, c'est problématique parce que là, ça veut dire qu'il commence vraiment à lire la situation et il commence vraiment à te mettre ce qu'il veut te mettre et très souvent, tu vas plus t'en sortir. Donc, c'est quelque chose que Benoît Saint-Denis devra faire. Il ne devra pas laisser Rufy réfléchir trop longtemps. C'est aussi autre chose que j'ai vu. Il y a beaucoup de combattants qui se laissent charmer, un peu comme à l'ancienne avec Adesanya, quand il faisait ses feintes et tout, les combattants se laissaient charmer. Et qu'est-ce que l'histoire nous a montré, c'est que faut pas te laisser charmer, tu dois réduire la distance. C'est ce qui est arrivé dans le combat face à Adesanya et Strickland. C'est ce qui est arrivé aussi dans le combat entre Adesanya et Dricus. Quand les deux, ils ont décidé, ok, moi je vais pas me laisser charmer, je vais réduire, peut-être je vais me manger des trucs, je vais réduire et y aller. Ils ont fait mal à Adesanya. Par contre, le problème d'Adesanya, c'est que Adesanya n'est pas aussi chaud sur la boxe. C'est la même mentalité que tu dois appliquer ici à Rufy, mais tu dois être beaucoup plus prudent parce que le gars, il est chaud sur la boxe. Il utilise à peine même ses pieds. Tout ce qu'il fait, c'est avec sa longue et grosse allonge. Le gars, il a un bras de middleweight, littéralement, et une allonge d'Imavon et une allonge de Caillot en poids léger. C'est ça qui permet à Rufy de faire ce qu'il fait. Et moi, je pense que Benoît Saint-Denis, il aura les middle. Il est plus habitué à combattre des droitiers. Et dans ce type de configuration, il aura ses middle. Il aura son jab du gauche.
il pourrait faire jab du gauche, feinte, takedown, ou bien jab du droit plutôt. Jab du droit, excusez-moi. Jab du droit, feinte, takedown. Il a déjà fait, mais le problème c'est, ok, je vais le dire. Le problème que moi j'ai souvent eu avec la façon dont Benoît Saint-Denis combat, c'est que ce n'est pas fluide. La mentalité est là, l'agressivité est là, mais ce n'est pas fluide en fait. Et tu vois un peu les choses venir. En fait, c'est ça, tu vois un peu les choses venir. Et ici, je ne sais pas si tu veux être dans une situation où après, peut-être que ça a changé parce qu'il s'entraîne avec de bons coachs maintenant. Bon, pas comme s'il ne s'entraînait pas avec de bons coachs. Écoutez, son ancien coach aussi était très bon. Il a changé de camp. Il a aussi des coachs talentueux. Ce que je veux dire, c'est que la progression, en fait, peut-être qu'il a plus progressé, donc peut-être que ça va changer, mais la fluidité doit être là. Parce que si la fluidité n'y est pas, Mauricio Rufy verra tout ça venir, et va sûrement le punir. Une fois de plus, le plus gros danger de BSD, c'est comment accéder au clinch. Comment accéder à la distance où il peut l'amener au sol. Comment obtenir les takedowns. Ce sera ça le plus gros danger. Pour ça, tu dois être sur tes entrées, tu dois être beaucoup plus fin, beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Et je ne sais pas, c'est pas forcément quelque chose que je perçois quand je regarde les combats de Benoît Saint-Denis. Une fois qu'il a ses mains sur les gars, c'est exceptionnel. Les gars peuvent à peine s'en sortir. On a vu Poirier, on a vu le pauvre Prépolek, et on a vu d'autres personnes avant. Ces deux, à peine s'ils peuvent s'en sortir. Mais le truc, c'est cette réduction de distance. Comment il va rentrer? Est-ce que Benoît Saint-Denis va faire des feintes? Combien de fois on a vu Benoît Saint-Denis faire de réelles feintes sur lesquelles ses adversaires mordent et ne sont pas en position de défendre? C'est ça le gros point d'interrogation. En fait, c'est ça. Ce sera vraiment ça, le gros point d'interrogation. Parce que ici, Rufy, 3e round, la façon dont il combat, c'est quelque chose qui est très énergivore parce qu'il met tout dans chaque coup. Donc au 3e round, c'est sûr qu'il n'aura plus trop de cardio. Je pense que BSD pourrait le choper dans ces rounds. Pour la pression, je pense que BSD pourrait le choper, mais ça vient avec une condition, comme je l'ai dit. Comment BSD va créer cette pression? Comment tu fais reculer Rufy? Parce que pour le faire reculer, il faudrait qu'il soit vraiment hésitant. Est-ce que tu peux faire une feinte et l'avoir avec quelque chose? Est-ce que tu peux mettre un coup dans l'espace au corps? Est-ce que tes low kick, est-ce que tu peux l'avoir quand il est à la lisière de la distance? Si tu envoies un low kick, est-ce que tu peux le toucher ou bien il va l'éviter? Tout ça va déterminer les paramètres qui te permettront de réussir ton jeu de pression. Parce que honnêtement, ici, c'est la seule voie pour BSD. C'est honnêtement la seule voie. Parce qu'en pur striking, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Parlons un peu plus des voies de la victoire. Je sais que j'en ai donné plusieurs pêle-mêle, mais là, je vais juste vous faire un résumé. Pour commencer, je préfère finir avec BSD. Je vais commencer à Mauricio Rufy. Les voies de la victoire pour Mauricio Rufy, ce serait tout simplement de contrôler d'abord la main avant, de s'assurer de gagner cette bataille du contrôle de la main avant, de s'assurer de gagner cette bataille du contrôle de la main avant, parce que cela lui permettra vraiment de savoir exactement à quelle distance se trouve Benoît Saint-Denis. Et avec son allonge et son explosivité, c'est sûr que ça va lui débloquer une sélection de frappes plutôt grosse pour faire mal à Benoît Saint-Denis. Il devra vraiment gérer cette distance, qu'il fait déjà très bien. Il devra vraiment gérer cette distance et punir Benoît Saint-Denis et punir en fait chaque tentative de mise de pression. C'est-à-dire, il doit vraiment punir ça. Il ne doit pas laisser Benoît Saint-Denis se mettre en condition. Et bien sûr, il doit en fait prendre le centre de l'octogone parce que c'est au centre de l'octogone qu'il fait son meilleur travail. Parce que quand il ressort des échanges, oui, c'est quelque chose que j'avais rapidement oublié. Quand Rufy ressort des échanges, il aime bien sortir en ligne droite. C'est juste quand il est dans un échange vraiment à courte distance qu'il va sortir sur un angle. Mais quand il est face à Rufy, quand il est face à son adversaire et il gère cette distance, très souvent il va sauter en reculant. Et c'est vraiment là qu'il est très dangereux. C'est très compliqué pour ses adversaires. Donc il devra faire attention pour ne pas se faire enfermer du côté de la cage. C'est vraiment ce qu'il devrait faire. Il ne devrait pas se faire enfermer du côté de la cage. Il devra aussi abuser. Bon, c'est pas vraiment son style, mais abuser des inside kicks. Parce que la jambe de Benoît Saint-Denis il sera juste devant lui et il peut mettre un inside. Et je pense que Benoît, dans sa façon de combattre, est plutôt lourd. C'est-à-dire, il met quand même beaucoup de poids sur la jambe avant. Et très souvent, ce qui va arriver quand tu kicks quelqu'un qui met beaucoup de poids sur sa jambe avant, tu déstabilises en fait sa base. C'est quelque chose que j'ai déjà vu quelques fois dans les combats de Benoît Saint-Denis. Il a la jambe avant très pesante. Les mots m'échappent un peu, mais là, cette jambe avant un peu pesante. Donc, pour quelqu'un qui veut aller vers son takedown, ouais, si tu arrives à cuisiner encore plus cette jambe avant,
il va perdre encore beaucoup plus d'explosivité sur le takedown. Et on a déjà dit que ce n'est pas forcément le combattant le plus fluide, le plus agile. Si tu lui fais perdre encore de l'explosivité dans cette jambe avant pour son takedown, oh, tu vas le choper. Donc, ça, c'est la voie de la victoire pour Rufi. Juste faire du Rufi, mais moi, je dirais vraiment gérer l'espace. Vraiment gérer l'espace et essayer de finir ça le plus tôt possible. Vraiment le plus tôt possible. Après, je ne sais pas si comment est le menton de Benoît Saint-Denis avec ce qu'il a connu ces 3 ou ces 4 derniers combats. Mais oui, Rufi devrait essayer de finir ça le plus tôt possible. Donc, ce serait ça, les voies de la victoire pour Rufi. Parlons maintenant de Benoît Saint-Denis. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas impossible, mais il y a des choses qu'il devra faire. Première chose à ne pas faire, c'est juste rentrer sur Rufi. C'est juste ça, juste marcher en voie, démarrer avec un bras arrière. S'il te plaît, Benoît Saint-Denis, ne fais pas ça. S'il te plaît, BSD, ne fais pas ça. Ne fais absolument pas ça. Parce que j'ai déjà vu des combats où tu démarres avec le bras arrière. S'il te plaît, est-ce qu'on pourrait ne pas faire ça? Parce que je peux t'assurer que c'est la spéciale de Mauricio Rufi. Il aime bien ça. Il aime bien que les gars démarrent avec le bras arrière, qu'il les voit arriver et qu'il nous fasse du joga bonito, comme j'aime dire. C'est-à-dire ce contre du bras arrière où il pivote du côté du bras qu'il a envoyé pour totalement se protéger d'un contre qui pourrait arriver. Et ça fait mouche. Donc, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait ne pas avoir d'histoire de bras arrière? Parce que c'est sûr qu'il aura soit un check hook ou un contre, un crochet genre qui vient avec un pivot sur le côté. C'est sûr qu'on en aura un. Donc, s'il vous plaît, pas de bras arrière. Benoît Saint-Denis devra utiliser son jab. Il devra essayer d'être actif, faire de son mieux. C'est sûr qu'il va prendre des coups, mais fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Jab. Ne le laisse pas trop réfléchir. Il ne faut pas le laisser réfléchir, ce gars, parce que c'est vraiment quand il réfléchit qu'il commence à avoir... Je sais. En fait, quand je vois Mauricio Rufi combattre et il est devant les adversaires et tout, ils sont là en train de le regarder, je me dis, je sais à quoi tu penses. Tu es en train de penser à une dinguerie que tu veux sortir encore. Et c'est ça. C'est dans ces moments où il réfléchit à un truc bizarre. Il est en train d'évaluer la distance. Donc, il ne faut pas être inconscient en lui rentrant juste dedans. C'est pas ce qu'on dit, mais il faudrait pas lui laisser les longues secondes de réflexion et tout. Il faut lui faire penser à autre chose. Quand tu sens qu'il réfléchit trop, envoie juste ton jab, essaie de taper sa main du jab, ou fais quelque chose, ou essaie de faire une feinte, fais quelque chose. Faut pas le laisser réfléchir là, à quelle dinguerie, ou à quel truc sorti d'une compile TikTok il veut faire. Il faudra pas faire ça. Il faudra tout le temps occuper son esprit avec autre chose. Et le nerf de la guerre, tes entrées. Pour les entrées de Benoît Saint-Denis, pour lui, ce sera ça le nerf de la guerre. J'espère qu'ils ont travaillé beaucoup de choses. Je suis sûr qu'ils ont travaillé beaucoup de choses. J'espère que ce sera implémenté. Et il ne faudra pas venir juste 2 ou 3 trucs. Il doit en avoir 4, 5, 6 au moins entrées possibles. Moi, j'ai pensé personnellement à quelques trucs. Déjà, je vous ai parlé du bras arrière. C'est ce qu'il ne faudra pas faire. Il ne faut pas ouvrir avec le bras arrière. Mais il faudra ouvrir ou entrer derrière un jab du gauche rapide, mais qui n'atterrit pas. Techniquement, pour masquer l'intention, et ça, j'ai déjà vu Benoît Saint-Denis le faire, puisque la rapidité n'y est pas. La rapidité... C'est un peu télégraphé. Quand on regarde ça, elle est un peu télégraphée. Mais j'ai déjà vu Benoît Saint-Denis le faire. Oui, ça, on pourrait le mettre dans l'arsenal. Il faudra aussi, à part ça, il faudra aussi ajouter des feintes de niveau. J'en ai parlé un peu plus tôt. Pour les feintes de niveau, peut-être feinter un coup au corps et remonter. Si tu veux, tu peux totalement lui mettre un coup avec de cette façon. Ou feinter un coup au corps, remonter pour un clinch, ou feinter un coup au corps. En deuxième intention, on peut ajouter ce qu'on désire techniquement. Ce qu'on désire, on peut l'ajouter en deuxième intention, mais juste le faire réagir, ne pas le laisser réfléchir. Est-ce que c'est à la bonne distance? Ok. Est-ce que je veux mettre un spinning ou quelque chose? Non. Faut pas le laisser réfléchir à ces trucs de compile. Donc, il doit avoir des feintes, il doit tout le temps avoir de l'activité. Après, ça prend dans le cardio. Donc, j'espère que le cardio sera aussi là. Il y a aussi les angles, comme j'en parle souvent. Il y a des trucs comme les step jab, angle step, bref. Mais est-ce qu'on a déjà vu Benoît Saint-Denis faire ce type de choses? Non, j'ai rarement vu Benoît Saint-Denis prendre un angle. Il est très souvent sur sa ligne droite en train d'aller dans l'axe. Donc, est-ce qu'il va décaler pour peut-être amener Mauricio Rufi à rediriger l'action? Je doute que ça arrive. Donc ça, ce sera à voir. C'est-à-dire créer des angles pour ne pas tout le temps être devant lui, être peut-être légèrement du côté de l'œil droit, du côté de l'œil gauche. Est-ce que c'est le type de choses que Benoît Saint-Denis peut implémenter? Moi, je pense qu'avec de l'entraînement, parce que tout s'entraîne, il pourrait le faire. Mais est-ce que dans le striking, c'est
Combien de temps ça prendra pour commencer par faire ce type de choses? On verra bien. Il y a aussi les transitions. C'est-à-dire, il y a des moments où Mauricio Ruffi, il recule ou bien il essaie de réinitialiser la situation, de se remettre bien et tout. Il faut avaler l'espace dans ces moments. Prudemment, mais il faut l'avaler, cet espace. Il faut avaler l'espace dans ces moments et essayer de prendre de l'espace et de lui mettre la pression. En fait, c'est ça. Pour finir, parce que c'est très long, mais pour finir, ce que Benoît Saint-Denis devrait vraiment faire, c'est soigner ses entrées, avoir 4, 5, peut-être 6 entrées possibles avec lesquelles il va alterner, les alterner du mieux qu'il peut et essayer d'avoir son takedown en deuxième ou troisième intention. C'est techniquement ça pour BSD. Dans tous les cas, ce sera un combat intéressant. Une fois de plus, j'espère que Benoît Saint-Denis va gagner, même si on a l'impression que toutes les cartes sont contre lui. Même moi, la façon dont j'ai parlé, ça donne sûrement l'impression que toutes les cartes sont contre Benoît. Mais non, il y a des moyens, personne n'est invincible et je pense qu'il pourrait l'avoir dans le troisième round. Je pense que le cardio, s'il a plus de cardio, il pourrait l'avoir. Je pense que s'il soigne ses entrées et il est un peu plus intelligent avec l'histoire, c'est-à-dire ses entrées, il pourrait l'avoir. C'était tout pour moi aujourd'hui. On va regarder l'UFC Paris, on va apprécier. Si vous avez aimé cette longue analyse, toutes ces idées que j'ai mises sur la table, dites-le moi dans les commentaires. Aimez la vidéo, partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour la faire grandir et on se dit à la prochaine.